Salut Quentin, merci d'être là pour parler de ton parcours et de ton travail. Donc, juste pour contextualiser un petit peu, tu es cofondateur et directeur de l'innovation au studio Dada Animation, qui m'a C'est ça. contacté justement pour faire plusieurs interviews avec toi et des collègues avec qui tu travailles. Donc voilà, ça va s'étaler sur quelques mois sur la chaîne, Mhm. etc. avec deux, trois interviews. Et on va discuter voilà, de tout ça ensemble pour évoquer, je pense, surtout le côté, ben, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant et le côté un peu plus technique, innovation justement de l'animation, vu qu'on est dans un moment un peu charnière, on va dire, sur ce truc-là depuis quelques années, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Bonjour. Merci de nous, de ton attention et de ton intérêt pour Dada. On est ravis de pouvoir discuter avec toi sur ta belle chaîne. J'ai regardé des choses. J'avoue, je connaissais pas avant, mais c'est super intéressant ce que tu fais. C'est chouette d'apporter Bah, tout merci. ça à la communauté. Ça fait partie des nouvelles choses qu'il y a maintenant et qui sont Ouais. vraiment super. Donc, Donc, merci justement, à je me toi. demande comment est-ce que tu as commencé justement ton parcours, on va dire, dans l'animation, parce que de ce que je comprends, c'était quelque chose de... Tu as aussi fait des choses plus techniques au départ, Mhm. d'ingénierie, etc. Donc, à quel moment ça s'est passé, ce passage de je vais travailler dans l'animation spécifiquement? Est-ce que tu as voulu travailler dans d'autres domaines avant? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé là-dessus, bonne quoi? question. Non, l'animation n'est pas venue dès le début. Par contre, le dessin, le graphisme a toujours été là. Ouais. J'ai grandi en lisant beaucoup de BD, en consommant et en dessinant par-dessus. Voilà, donc dans les années, je suis né dans les années 70, tu vois. Et euh, donc c'était plutôt la BD. Il faut dire que l'animation était peut-être moins développée. On a vu, je fais partie de la génération qui a vu arriver, entre autres les animés. Mhm. À la télé, un peu par accident, hein, des animés pas toujours Ouais. destinés aux enfants, mais montrés aux enfants. Enfin, voilà, je fais partie de cette histoire-là. Donc j'en consommais beaucoup, mais c'est vraiment la BD qui m'a attiré vers le graphisme. Cela étant dit, j'étais pas mauvais en sciences et j'ai pu faire des études de sciences et ça rassurait les parents et tout le monde. Ouais. Mais quand même, donc j'ai donc fait une école d'ingénieur, mais quand même, j'ai choisi une école dans laquelle il y avait des études de design, hein, parce que je me disais, bon, bah, il y a du graphisme, voilà, je peux peut-être mélanger mes deux centres d'intérêt. Donc c'était à l'UTC à Compiègne, où il y avait une filière de design industriel, c'est ce que j'ai fait. Alors en fait, c'était comme du design d'ingénieur, c'est-à-dire c'est dans le sens design au sens anglais, c'est-à-dire conception de produits, Ouais. donc beaucoup de résistance des matériaux, etc. Mais quand même quelques UV, on va dire, il y avait, dans les disciplines enseignées, il y avait quand même du style, ce qu'ils appelaient du style, en automobile, par exemple, en design industriel. Donc la Le forme, design etc., même, le quoi. dessin, c'est vraiment le style. Et puis la conception de projet, etc. J'ai travaillé un tout petit peu dans ce domaine-là dans un premier temps. Et par là, en fait, j'ai commencé à toucher à la 3D qui commençait à arriver. On appelait ça l'image de synthèse à l'époque plutôt. Ouais. Et c'était quand même c'était pour des spécialistes et sur des machines dédiées, très ultra puissantes, des supercalculateurs, etc. Enfin, qui ont sans doute la puissance d'un iPhone maintenant, mais à l'époque, ça, voilà, c'était gros comme une petite maison. Et j'ai pu faire des stages, entre autres chez Matra Datavision, etc., dans des boîtes qui faisaient de la CAO, de la Ouais. conception assistée par ordinateur. Donc c'est vraiment de la 3D pour l'industrie, des choses comme ça. Et même à ces occasions-là, en fait, je faisais quand même beaucoup de graphisme. Justement, comme j'avais cette formation un petit peu aussi avec un peu d'esthétique pour un ingénieur, euh, et puis par goût aussi, on me proposait souvent d'essayer des outils dans ces outils-là qui étaient ultra techniques, ultra précis, des outils un peu plus esthétiques pour faire de la belle image, etc. Ouais. Et voilà, et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait en fait de plus en plus de CAO et d'images de synthèse dans l'industrie jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était un domaine que j'adorais, que j'aurais aimé commencer à faire bouger des choses. On commençait à voir des Mhm. films alors dans les années 80, 90, des films plutôt d'art à essai, on va dire, de Ouais. recherche. Il y avait Imagina, il y avait des salons comme ça et des événements comme ça, et quelques émissions à la télé comme L'œil du cyclone, je crois, ou des choses comme ça. Je sais pas si ça te parle, mais c'était des Bah, émissions. j'ai déjà vu un petit peu, c'est vrai que moi j'ai surtout vu le côté via Pixar, etc., avec ses courts-métrages, Ouais. ses publicités et tout. Mais ça, c'est Mais de déjà ce que je arrivé comprends, il y après, avait en des fait. trucs, voilà, il y a eu des trucs Bien avant, sûr, avant etc. ça, et Donc, surtout en France, on était ultra. J'ai découvert plus tard, on était ultra pionniers. Je me rappelle quand j'étais ingénieur, j'ai accompagné une copine qui elle avait fait la même école d'ingénieur, mais devenait journaliste. ouais. Elle écrivait sur des trucs techniques et elle m'a dit un jour, tiens, je vais voir une boîte d'effets spéciaux
qui font de l'image de synthèse. Ils s'appellent Ex Machina, ils sont à Montmartre. En fait, c'était parmi les leaders mondiaux dans le domaine. Il y avait pas que des journalistes qui venaient les voir, il y avait des gens comme John Lasseter, il paraît, etc. Ouais. D'une petite boîte pas connue à l'époque qui faisait du hardware qui s'appelait Pixar, mais on a appris plus tard ce que c'était. Mais ils venaient voir des entreprises comme ça, qui étaient à Montmartre, ils étaient à côté d'une autre, qui était Thomson Digital Image, qui créait des outils qui s'appelaient Explore, moi, que j'avais utilisé en tant qu'ingénieur. Explore, en gros, c'est un peu le grand frère de Maya, enfin, c'est le grand frère Ouais. d'Alias. Thomson Digital Image avait été racheté par, je sais plus, non, Alias, puis ensuite Wavefront. Donc il y a un moment, Maya, en fait, mais avant Maya, moi j'ai travaillé d'abord sur Alias Studio, c'était créé par Alias Wavefront, enfin, ou distribué par Alias Wavefront, enfin bref. Donc, et puis un jour est arrivé Maya, bon, voilà, des années plus tard. Mais voilà, et dans Maya, il y a encore des choses, des petits outils que je reconnais qui étaient déjà dans Explore de Mm. Thomson Digital Image développés à Montmartre Bah, c'est vrai qu'on par a des gens que j'avais croisés, quoi. la Donc France a ce voilà. côté fou de d'avoir inventé des tonnes de trucs finalement, Ah ouais, que ce ouais, soit on le a, cinéma en lui-même, les effets spéciaux, c'est vrai, en animation, il y a des tas de pionniers chez nous, et tout à puis fait, ouais, plein de gens l'animation, qui travaillent cinéma. chez nous et qui sont excellents partent ensuite justement. Il y a des talents français partout. Ouais, ou pas, hein, les frères Lumière sont jamais partis, parmi les grands Ouais, c'est ça, mais créateurs bah, du je parle cinéma en maintenant le tant que... côté Oui, les bien écoles, sûr. etc. Plein vont partir ailleurs, donc il y a des Ouais, talents mais pas français tant dans que des ça, tonnes de hein. films. Ouais. On n'a jamais été aussi nombreux en France, on est, je sais plus, plus de 10 000 dans le Ah cinéma oui, oui, d'animation, ouais, quoi, c'est un je truc crois. énorme. Mm. Donc en fait, je sais même pas si la proportion de gens qui partent est plus grande maintenant qu'avant. J'ai pas de... Ça, je sais pas. Ouais. C'est juste que les chiffres ça a explosé. Moi, je sais pas, à l'époque, quand j'ai commencé il y a 20 ans, un peu plus maintenant, on avait quelques milliers, mais peut-être pas plus de 2000, de 3000. Et la 3D naissait, enfin bref, voilà. Bon, bref, donc voilà, je suis passé par ça, et puis il y a un moment, je me suis rendu compte que d'un, j'aurais aimé commencer à faire bouger des choses, un peu comme que je voyais. Encore une fois, c'est avant, presque avant Pixar, quoi. Mm. On voyait dans certains films, et que c'est pas les métiers que je faisais qui allaient me faire ça. Moi, on construisait des Ouais. choses fixes, et on faisait tourner des caméras au mieux quand on faisait bouger quelque chose, puis c'est tout, quoi. Et je l'ai vu d'ailleurs, c'était pas les mêmes outils, pas les mêmes formations. Et j'ai commencé à me renseigner, puis je suis tombé sur une formation, après un parcours comme ça, une formation Gobelin, une formation continue en fait, pour des gens qui travaillaient déjà d'un an, qui était l'initiation, à l'époque sur Maya, mais alors genre Maya 1.5, quoi. Mm. Une formation à l'animation en image de synthèse. Donc il y avait 3ds Max dans une classe, et d'ailleurs dans la promo, il y avait des gens qui ont créé Fortiche plus tard. Ouais. On s'est recroisés il y a pas longtemps, et on s'est dit, enfin, ils m'ont rappelé ça, et puis tu te rappelles, t'étais dans la classe à côté. Je dis, ah mince, c'était assez marrant. Et puis voilà, donc et puis voilà. Après, je suis sorti animateur, et c'est vrai qu'après, je pense que le côté technique de l'approche technique qui me faisait pas peur est revenu. Et dans le fond, ce que j'aimais bien, c'était peut-être à nouveau ma formation de design industriel, c'est-à-dire de gestion de projet, de choses comme ça, d'analyse de projet. Ça m'a incité à commencer plutôt à créer des outils pour les animateurs, plutôt que d'animer moi-même. Ouais. Déjà parce que je m'en suis créé pour moi, et puis c'était pratique, et puis c'était le début. Les métiers s'inventaient, donc on a C'est maintenant ça. il y a un métier qui s'appelle le rigging. Euh, En fait, c'était avant juste la préparation de l'animation, préparation un peu technique pour en fait mettre en place tout ce que tu vas animer de la plupart du temps de la même manière. Donc tu commences à le le regrouper, l'organiser, etc. Puis c'est ce qu'on appelle le setup, hein. Setup, ça veut dire préparation, en fait. Mhm. En France, on appelait ça longtemps, très longtemps setup. Maintenant, on commence à employer le terme, le vrai terme, qui est le rigging. Mais dans le fond, c'est de la prépa d'animation, etc. Et puis après, ben, on vient très vite quand les outils de script sont arrivés à créer des outils d'autorig, des outils, des interfaces, voilà, plein de choses comme ça. Et puis ça m'a fait aller en fait de plus en plus vers ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire l'organisation Ouais. des outils, des développements, et puis voilà, jusqu'à une création d'entreprise avec plein de cofondateurs il y a quelques années. Alors. Donc c'est Voilà. vrai que Bon, ça fait d'accord. partie des choses que je répète assez souvent dans les interviews. C'est le côté, il y a plein de métiers qu'on soupçonne pas forcément quand on voit de l'extérieur. On pense Non. animation, on pense animation tout simplement, quoi. Alors qu'il y a des Ouais. tonnes d'autres trucs qui ne sont pas forcément liés, ne serait-ce au mouvement ou au dessin avec À tous faire les bouger, trucs ouais, c'est techniques. ça. C'est C'est vrai ça. que l'industrie a pris le nom d'un des métiers, mais je crois que dans les conventions collectives, il y en a une soixantaine ou un truc comme ça, des métiers. Comme dans le Ouais, ouais, cinéma, c'est. hein, il y a du maquilleur
Bah, c'est ça, ou mais double quand on le sait pas, on a du cascade. mal à se projeter sur Bien je sûr. pourrais travailler dedans parce que je dessine pas ou des choses comme ça, quoi. Ouais, Alors qu'en fait, ouais. tout est faisable. Tout à fait. Il y a des ingénieurs, des codeurs. Bon, le fait est que je dessinais, mais en fait, là, dans mon boulot de tous les jours, le dessin me sert pas beaucoup, si ce n'est à comprendre, à analyser, à Hmm. partager des idées, mais c'est pas, voilà. Quand je vois les dessinateurs qui sont payés pour être dessinés, avec qui je travaille, Oui. je me compare pas. Donc justement, c'est quoi ton rôle dans Dada Animation? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? On va dire, c'est quoi ton but principal? Eh bien, Dada Animation, on l'a créé il y a presque 4 ans maintenant, en fait, avec une demi-douzaine de collègues avec qui on avait travaillé, tous ensemble, on avait déjà travaillé pendant presque une dizaine d'années pour certains, voire plus pour d'autres. Il y en a que je connais depuis très longtemps, depuis Hmm. quasiment le début. Avant, on peut dire qu'on était, ouais, tous les fondateurs, on était chez Studio Son Animation, voilà, qui appartenait à un groupe belge, qui était une société un studio d'animation qui faisait plutôt des produits, des projets pour genre des séries pour des enfants, avec des adaptations de marques qu'ils avaient, d'IP comme on dit, Ouais. de IP. C'est des marques en fait, des univers dont ils avaient les droits, qui étaient Maya l'abeille, Heidi, Vic le Viking, etc. En fait, et c'était un groupe qui avait plus d'une dizaine, je crois, de parcs d'attractions, etc. C'est leur cœur de métier d'ailleurs. Et pour eux, l'animation, c'était vraiment de quoi vendre la Hmm. marque et de faire venir, faire venir les Ouais. gens dans les parcs. Voilà, donc on a travaillé dans ce domaine-là tous, et avec plein de gens, dont un réalisateur, des producteurs, des directeurs de production, etc. Et des gens plus administratifs, des développeurs aussi. On s'est tous appréciés. Et, alors le groupe, avec un sens du timing particulier, a décidé de focaliser, il semblerait, sur les parcs d'attractions et de fermer la branche d'animation en France, donc notre société en fait, Ouais. juste avant le Covid. Donc à un moment où en fait l'animation explosait parce que Et avec les qu'il n'y a plus de quoi confinements, aller dans les parcs. Ouais. voilà, des gens ne pouvaient plus aller au parc. Et en plus, les parcs ont fermé. Enfin bref. Euh, et puis en plus, ouais, l'animation explosait à ce moment-là parce que les gens étaient bloqués chez eux, avides de contenu, et les tournages n'étaient pas possibles non plus. Donc en fait, Ouais, c'est vrai l'animation, que j'ai entre j'ai ça, jamais pensé à ça, le fait que ça a dû jouer aussi sur le fait que le cinéma ah ouais, live pouvait pas se tourner, quoi. Hmm. tout à fait, ouais, pendant moins 2 ans là, c'était dur de s'organiser pour certains. Mais l'animation, c'est plus facile parce que c'est un boulot surtout animation, on va dire numérique et 3D, parce que c'est un travail de bureau en fait, et donc tu Hmm. peux télétravailler, etc. Alors ça s'est pas fait simplement, mais ça s'est fait. C'était beaucoup plus facile quand même que d'aller que de Ouais. télétravailler sur un plateau de tournage, voilà. Euh, et donc, on a décidé nous. Puis alors, il y avait une autre chose, c'est qu'en fait, chez cette société où on était avant, on était en train de faire un virage technologique. On commençait à s'intéresser. Alors, c'était plutôt dans le cadre dans ce qu'on a appelé un labo digital. C'était plus de la recherche et puis recherche appliquée, on va dire, Ouais. recherche de procédés, de nouveaux procédés, et on commençait à intégrer des moteurs de jeu, on commençait à intégrer de la VR en tant qu'outil. Dans notre manière de travailler. Puis c'était extrêmement plaisant et ça apportait de très chouettes résultats, au Mhm. point qu'on était demandé d'ailleurs, enfin, on faisait partie de ces sociétés pionnières en fait. On s'en rendait compte quand on était aussi Graph en 2019. Moi, je me rappelle, j'avais été invité à un panel où je représentais vraiment, il y avait une autre société de Montréal. On représentait les petites boîtes, hein, les Ouais. boutiques, comme ils appellent ça, qui s'intéressent à ça, à côté des DreamWorks, des Framestore, de Pixar, etc., Epic et Unity. Et donc, c'était assez impressionnant. Mais Ouais. voilà, donc on a décidé, nous, de continuer à explorer ces nouvelles façons de faire, qui étaient super intéressantes et revivifiantes, en fait, parce que tous les fondateurs, là, comme moi, comme on a pu le deviner par mon intro, ça faisait longtemps qu'on était dans le milieu, ça fait 20-25 ans, et, euh, et on a vu, alors c'était super chouette, enfin super créatif au début, parce qu'on inventait des métiers, on inventait des Ouais. façons de faire, etc. Et puis on peut dire quand même, dans les dernières 15 années, il y a des standards qui sont installés, des problématiques qui restent toujours les mêmes. Bien sûr, on optimise toujours des choses, on pousse, les machines évoluent, les algorithmes évoluent, mais en fait, c'est devenu un métier quand même assez industriel. Et là, avec ces nouveaux arrivants technologiques, ces nouvelles manières de faire, ça rebat les cartes un peu et ça devient plus sympa et plus créatif dans les méthodes au moins. Il faut réinventer Ouais. des méthodes et sans doute des métiers, etc., quoi. Donc mon boulot, moi, je suis venu avec la casquette de directeur de l'innovation. C'est
mon, mon intitulé, on va dire, mais en gros, je fais beaucoup de veille technique, de veille des talents aussi, parce que ça va ensemble. Donc, je travaille beaucoup avec les écoles pour voir Mhm. sur des trucs qui émergent, des nouveaux procédés qui émergent, comment on peut former qui ou quoi, et même des institutions, parce que les écoles elles-mêmes, elles ont besoin de certifications qui sont faites par des institutions, etc. Donc, enfin, c'est tout un cercle assez vertueux qu'il y a en France, qui est assez bien organisé, et donc je suis beaucoup dans des discussions comme ça, un peu de la politique, mais c'est vraiment, c'est appliqué, c'est appliqué au bien-être, enfin, à apporter des bienfaits à notre industrie sur les nouvelles technos, donc l'arrivée des moteurs de jeu, des choses comme ça. Maintenant, l'IA, je viens d'écrire juste hier un article pour le newsletter de la CST, qui est une sorte d'institution technique Ouais. du cinéma, sur l'IA dans les studios, etc. Donc, voilà, donc je fais beaucoup de veille et puis ben, en interne, on essaye quand on voit que des technos sont prometteuses, on les teste et puis on essaie de les appliquer du moins à des projets quand ça colle en fait. Donc on fait des projets quasiment tous les projets se font de manière assez différente chez nous. Ça dépend, mais on essaie de mettre les bonnes technos en face, puis de développer les choses qu'il faut. Ouais. Bah, c'est ce que je me demande justement quand tu dis expérimenter dans ce laboratoire, etc., de technologie. Mhm. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est, tiens, on peut coller des textures générées sur de la 2D? Est-ce qu'on a un projet qui colle à ça? Ou est-ce que c'est, on veut faire tel projet et on va imaginer comment le faire de la meilleure façon possible? Dans quel sens ça se passe? J'imagine que c'est pas Ouais, tout le temps pareil. ouais. Honnêtement, c'est plus le réalisme prime Hmm. et le manque de temps aussi. C'est-à-dire que on essaye d'aller sur des choses dont on sait elles seront utilisables assez vite. Alors ça peut être une techno, ou alors on peut explorer quand l'exploration ne va pas durer longtemps, on peut explorer une sorte de micro-technique, micro-procédé pour voir tiens, à quel point c'est prometteur, stable, fiable, etc. Et puis, mais sinon, c'est plutôt quand de nouveaux projets arrivent, etc. On a une organisation très horizontale chez nous. Au même niveau, il y a vraiment l'administratif, les producteurs, réalisateurs, directrices d'écriture, c'est une des fondatrices aussi, etc. Donc on a chacun vient avec vraiment des contraintes et des envies et des angles vraiment très Hmm. différents. Donc en fait, on est assez au courant de qu'est-ce qui serait pertinent d'explorer parce qu'on a vraiment le choix des techniques à explorer. Moi, Ouais. la liste est très longue et puis comme tu le sais, ça évolue très vite, surtout avec l'IA en ce moment. Là, c'est un peu fou, c'est même un problème. On est noyé Hmm. d'infos et de nouvelles choses. Donc c'est plutôt bon. Concrètement, est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'on n'a pas un truc où ça sera applicable tout de suite, etc. Donc ça, c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait. Et, et pour nos projets à nous, parce qu'on est producteur, donc on crée nos propres projets, tout comme pour les projets des clients, parce qu'on est aussi prestataire de services, on va dire. Ouais. Ouais. Ça, je crois Voilà. que c'est un peu récurrent dans les studios d'avoir les projets Ouais. internes et des choses extérieures qui parfois aussi sont peut-être plus, je sais pas comment dire, c'est des gens qui ont déjà de quoi faire le projet et qui viennent pour le produire. Donc il y a peut-être un côté un peu plus facile à faire alors que d'autres projets sont peut-être plus difficiles à monter, Oui, oui, c'est sûr. j'imagine. Quand on monte et Mm. qu'on invente un projet, une IP, donc faut aller la développer, la vendre, etc. Donc, quand un producteur vient nous voir, c'est parce qu'il a déjà trouvé les financements pour fabriquer et qu'il cherche un fabricant. Alors quelquefois, on vient nous voir pour ces étapes pré-fabrication finale, hein, parce qu'il y a dans le cinéma, il y a beaucoup et en France, on est très aidé. Enfin, il y a toute une structure, et comment dire, des processus de développement qui sont aidés par les institutions. Donc, on peut aller demander au CNC de l'aide au développement, d'ailleurs, même de Mm. l'aide à l'écriture, de l'aide au développement, de l'aide au pilote, etc. Et en fait, c'est des effets de cliquet à chaque fois. Chaque fois, faut montrer pas de blanche et montrer Ouais. que c'est assez pertinent, qu'on peut le faire, etc. Et il y a des commissions. Puis après, il y a même des aides techniques, des aides sur certaines choses. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'un producteur, bah, c'est son travail de monter, d'avancer sur cette jungle, dans cette jungle-là. Et voilà. Et donc nous, quand on est prestataire de service, on peut aider à fabriquer pour quelquefois du développement, fabriquer pour du pilote, fabriquer pour voilà. Là, en ce moment, on vient de finir un pilote pour une série d'un producteur. Mm. Voilà. Qui s'appelle Mongoose Animation. Et c'est un truc de course de bateau sur la Ok. mer, un peu futuriste, avec un look un peu manga. Et,
Mais là, on a aidé à beaucoup de choses, dont l'écriture, mais en tant que prestataire, Et par comment ça se exemple. passe alors le studio en lui-même? Parce que tu dis qu'il y a une base de personnes qui travaillent dedans. Après, des gens de l'extérieur viennent pour produire justement les choses. Est-ce qu'il y a une équipe fixe? Oui, bien sûr, oui, bah, genre, les fondateurs sont fixes, on était Oui, une demi-douzaine, ce qui est beaucoup, beaucoup de cofondateurs, ouais. Mais ça tient. Euh, puis bon, on se connaissait depuis longtemps, faut dire. Et puis surtout, on pratique tous un métier complètement complémentaire des autres, il n'y a pas de oui, doublon et on est tous nécessaires. De toute façon, il aura fallu ces postes, voilà. Et souvent, ce sont des postes un peu permanents. Et puis, bien sûr, comme tout studio, après, il y a quelques autres permanents, des gens, surtout dans des postes transversaux qui touchent de toute façon tous les projets, donc typiquement les pipelines PD, enfin les développeurs, etc., qui hmm, s'occupent un peu du moteur technologique qu'il y a derrière le studio. Des gens à la communication, des gens comme ça. Mais sinon, c'est bah, comme tous les studios en France, et c'est pour ça qu'a été créé ce statut ou ce régime. Je sais jamais quel est le bon terme, mais oui, il y a beaucoup d'intermittents. Intermittents du spectacle, parce que les projets, bah, comme je viens de l'expliquer, on peut comprendre, hein, on sait jamais s'ils vont se faire, on avance par petits bouts, développement de cer- par petits bouts aussi, quelquefois en plusieurs fois, un ou des pilotes. Et puis même quand quelque chose démarre, un long métrage ou une série, ou d'autres projets, hein, parce qu'on fait des expériences VR aussi, on fait d'autres choses. Il y a plein d'étapes qui ne nécessitent pas toujours tout le monde. Il y a des étapes vraiment oui, de voilà. design, il y a des étapes de storyboard, il y a des étapes d'écriture, des étapes après de fabrication de plein de choses. Et ça demande des équipes présentes pendant de quelques jours à quelques mois. Et c'est pour ça que les gens ils alternent, et voire même quelquefois, il y a moins de volume à pratiquer, donc les équipes décroissent ou elles commencent à être en pointillé, c'est-à-dire qu'elles vont venir quelques jours par semaine. Enfin, voilà. Et Ouais. donc, l'intermittence, c'est super pratique pour ça, parce que ces gens-là peuvent faire quelques autres jours dans une autre société. Ou, Ouais, voilà, c'est ça, et ça fait que tout le c'est monde pour tourne ça. aussi de studio en Tout à fait. studio, donc ça permet de faire plein de productions différentes, etc. quand on est soi-même justement à sauter d'une production à l'autre. C'est ça. Et pour prendre un exemple un peu précis, c'est ce pourquoi on m'avait contacté au départ, le documentaire Ils étaient des millions, en m'expliquant Oui. un petit peu le principe. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ça, de qu'est-ce que c'est que ce projet, et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de comment on fait ce rendu visuel particulier, Ouais, quoi. tout à fait. Ben, oui, merci d'en parler. C'est effectivement, ben, c'est un peu l'actualité. C'était l'actualité d'il y a quelques mois, et ça va, c'est en écriture. Justement, on vient de finir un pilote. On a fini il y a Ouais, quelques mois un pilote, enfin quelques semaines. Avant ça, l'année d'avant, on avait plutôt fait du développement, on avait plutôt fait des recherches technologiques. Alors, pour le coup, là, c'est typiquement le cas d'un producteur extérieur, en l'occurrence Sepia, qui est une société de production de documentaires, qui sont à Strasbourg, qui font beaucoup de documentaires dans plein de genres, qui sont venus nous voir parce qu'ils avaient un projet assez ambitieux. Ça fait partie des très gros documentaires chaque année. Alors on connaît pas forcément ce milieu. Enfin, moi-même, je découvre. Mais il y a des gros projets, tout comme il y a des gros films en France ou des grosses ouais, séries. Puis il y en a des plus petites, des plus humbles, etc. Ça fait partie des gros. C'est une série documentaire de 3 épisodes d'une heure, en gros, qui a été signé par Arte au final, avec et Arte France-Allemagne en plus, donc c'est aussi c'est des accords, il y a différents niveaux ouais, de financement, voilà. Et c'est sur l'émigration européenne, en gros du 17e au 19e, voire début du 20e. Donc toute cette période où en fait en Europe, bah, c'est là qu'il y avait les pires guerres et en plus des famines, parce qu'il y avait des problèmes climatiques entre autres, et des guerres de religion, donc les Européens, surtout de l'Est, ils partaient en masse et ils ont créé les premiers camps de migrants connus de l'histoire, entre autres en Angleterre, etc. Il y a plein d'Allemands mourants de faim, protestants, qui arrivent en Angleterre en passant par la France et qui partaient soit à l'Est, soit à l'Ouest, aux États-Unis. Ils disaient pas les États-Unis à l'époque, hein, ils disaient on va en Géorgie, on va en Pennsylvanie, hmm, et la forêt de Monsieur Penn. Euh, et d'ailleurs, il y a un temps, il semblerait à ce moment-là où les États-Unis parlaient surtout allemand à cause ah ouais, de ces immigrations-là. Et donc, bon voilà, en suivant en fait l'histoire qui est connue de certaines familles particulièrement, parce qu'il y en a qui ont laissé des journaux sur plusieurs siècles. En fait, ce documentaire parle de tout ça. Et en fait, comme bien sûr, il y a quelques siècles, c'était compliqué de voir des images, des photos, et même des tableaux. Enfin, les gens, ils voyageaient pas pour se faire des carnets de voyage. ouais. Ils avaient d'autres d'autres choses en tête.
Donc, il y a quelques illustrations, mais en fait, c'est compliqué. Pour ces les périodes plus récentes, c'est plus facile de trouver des choses. Mais il y avait un gros besoin d'illustrer, et en fait, le studio de production a décidé que ça serait par l'animation. Et donc, ils sont venus nous voir pour ça. Et en fait, ils ont plein de problématiques différentes. En analysant les scénarios, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques d'animation de cartes, de cartographie, donc en Ouais. volume, voilà, qui peuvent être faits en 3D, en 2D avec des moyens classiques, on va dire. Ça, plein de gens savent faire. Il y a même des spécialistes de ça. Donc on a intégré dans le cadre de nos productions. Il y a aussi de l'immersion dans des œuvres d'époque, donc des tableaux, des gravures, etc. Donc c'est pareil, c'est des techniques de découpage et de remise en profondeur, bon, Mhm. assez classiques. Le découpage peut être aidé par de l'IA maintenant. Il y a de quoi re-remplir les trous, etc. assez facilement par de l'IA. Donc Ouais. c'est là où, voilà, c'est là typiquement où à chaque défi, déjà on analyse les défis qu'il y a, et puis en face on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas une techno un peu nouvelle? Donc c'est là que on a apporté des choses. Et puis le plus compliqué, c'était de la reconstitution par animation de scènes en fait, parce que voilà, donc des gens, on va voir les gens qui quittent leur lieu, qui arrivent dans les grands ports de Bâle ou en Angleterre ou aux États-Unis, et reconstruire tout ça, et avec quand même une économie de moyens du documentaire qui est pas très riche. Faut être très honnête. J'ai fait cet été, moi, de coup sur coup, parce qu'à un jour d'intervalle, j'ai le festival d'Annecy, donc plus gros festival du monde Mhm. d'animation, qui a battu des records Ouais. d'audience et Il y a du monde. d'entrée, d'accréditation. 16 000 personnes, plus 6-7 000 d'accrédités professionnels. Enfin, bref, c'est hallucinant, des milliers de films, bref. Et puis, euh, et puis d'ailleurs, 3 jours après, enfin même 2 jours après, j'étais à La Rochelle pour le Sunny Side of the Dog, qui est le gros festival du documentaire aussi. Et là, Ouais. j'ai trouvé ça très calme, très tranquille. Et c'est avec quasiment les mêmes acteurs, le CNC est là, la BBC, euh, TF1, enfin, etc. Ils sont tous là, plus tous les producteurs documentaires, mais c'est quand même beaucoup. On sent qu'il y a beaucoup moins de moyens. Et voilà. Ouais. Et donc, il fallait être d'autant plus malin en animation pour, pour rentrer dans ça. Et donc, en fait, les technos qu'on a proposés, c'est de reconstruire, euh, quand c'était pertinent en 3D, déjà d'appliquer un style, parce qu'on s'est dit, tiens, à chaque époque, on va utiliser des styles différents, des styles graphiques différents. Puis bon, voilà, fallait rester réaliste. Et en plus, c'était confusant pour le public. Ça allait même complexifier la production. Euh, et, et en plus, ouais, et rendre les choses plus chères voilà, un gain pas forcément évident. Donc on est Ouais. parti sur un style. Donc c'est comme si c'était dirigé par 2 personnes en fait. Il y a vraiment la direction. Il y a un réalisateur qui est vraiment qui travaille, qui est un réalisateur de documentaires classiques, et il y a une sorte de co-réalisation pour toutes les parties animées chez nous, Mhm. de gens qui savent faire de l'animation, qui savent anticiper les problèmes d'animation, etc. Oui, c'est Et ça, qui parce que ça reste co-écrivent deux même. trucs différents, quoi. Il y a Voilà, ouais, beaucoup de ouais, films ouais. comme ça où il y a une personne qui assiste, on va dire. Je crois que c'est le cas sur les films de Del Toro où il y a quelqu'un qui est plus animation qui assiste Voilà. de ce Voilà, oui, côté-là, oui, parce que lui il vient quand on n'est du. pas habitué, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Ah bah Dans non, une non, autre pas du interview, il tout. y avait quelqu'un, un animateur, qui parlait de Alfonso Cuarón sur Gravity, qui est pas Ouais. habitué à l'animation, et qu'il avait des demandes justement un petit peu bah là, Mhm. on va refaire ce truc, et on lui disait, bah en fait, ça marche pas exactement comme ça, En fait, etc., quoi. voilà, Donc il y a ces les rushs, j'y problématiques-là. arrive. Ouais. Ouais, Ah ouais, bien sûr. c'est ça. Donc là, donc ça, c'était une des problématiques à prendre en compte. C'est-à-dire que, et c'est encore pire en documentaire, ils peuvent pas tout écrire en amont. Ils vont écrire Bah ouais. un fil d'Ariane, et puis après, ils vont interviewer les historiens, les choses comme ça. Là, ils sont en tournage d'ailleurs, ils se baladent dans le monde entier, interviewer des gens partout, et quelquefois, ils savent, hein, parce qu'ils ont lu, ils sont préparés, etc. L'historien va dire en gros ceci, cela, et ça va aider à la construction du documentaire. Mais peut-être qu'il va dire Il y a autre des chose, surprises, quoi. en plus Mm. de vachement intéressant, et qu'il va falloir, bon, qu'ils vont Donc filmer ça des va choses, mêler hein. les deux, alors c'est ça, c'est pas 3 heures d'animation, c'est entremêlé Non, non, voilà. d'interviews. Donc la moitié est animée d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de la cartographie, ça peut être animé, ça peut être aussi des documents quand il commence à y en avoir qui reprennent vie grâce à de l'IA, donc par des procédés. Alors maintenant, il y a 3 ans, franchement, quand on s'est attaqué au truc, c'était c'était des technos un peu cachés Ouais. et très pointus. Maintenant, on peut presque faire ça sur son téléphone, donner via des photos, etc. Donc il y aura ça un petit peu. Bon, au réalisateur de choisir si c'est pertinent ou pas de faire tout bouger, etc.
Et puis pour les reconstitutions, bah, ça reste vraiment le plus gros challenge parce que c'est toujours ce qui est le plus coûteux, hein, c'est vraiment pour reconstruire des scènes animées. On est parti sur un style déjà qui est très 2D, qui est très BD historique, Mhm. donc un ton un peu sépia. Alors, c'est drôle parce que la société de production s'appelle Sépia, mais c'est un peu ça, un peu ocre, comme ça qui couvre un peu tout le artistiquement, on va dire toutes ces périodes-là. Et puis pour ce qui est de la fabrication de l'animation même, on est parti dans l'idée de s'il y a besoin de reconstituer des gros volumes d'architecture, etc. Il y a de manière très flexible pour pouvoir recadrer dedans facilement parce que on prépare des plans, mais en fait, on voit arriver des rushs et le premier montage. Mhm. Les montages en documentaire, ça arrête pas de bouger, quoi. Ils peuvent pas vraiment tout anticiper. Bah C'est ouais, et puis vraiment très. il y a des tonnes, il y a des heures et des heures et des heures Bah ouais, de c'est rush ça. et tout, quoi. Donc en fait, il fallait s'adapter à ça. Donc on est parti. Et comme on utilise beaucoup des moteurs de jeu, on est parti sur des reconstitutions faites dans Unreal Engine, avec en plus tout l'écosystème des assets de Unreal Engine. Il y en a beaucoup qui sont assez réalistes et une image qui est assez réaliste de base. Et justement, nous, on voulait pas une image réaliste, on voulait une image très 2D. Et en fait, j'ai proposé qu'on se serve de cette base-là pour utiliser des procédés de rotoscopie, certes, parce qu'en fait, en gros, ça va revenir à ça, pour traduire Mhm. et pour faire du transfert de style. Et on a commencé à utiliser une IA de transfert de style qui est techniquement une IA de warping, c'est-à-dire qu'il colle à un film et il va coller des images clés et va essayer de faire D'interpoler perdurer entre ces eux. images Ouais. clés sur le film, euh, qui s'appelle EBSynth, ou EBSynth. Et, euh, et voilà, donc on est parti sur ce procédé-là pour ces plans-là. Et voilà, donc ça a donné des recherches dans une phase de développement, une application dans un pilote. On a commencé à mesurer aussi les pour et les contre, hein, les limitations de ces procédés-là, parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même faire classiquement ou différemment. Et puis là, on attend l'écriture finale, parce que il y a un nouvel réalisateur, il y a une nouvelle réécriture, puis on va attendre la fin du tournage pour combler les trous et commencer Mhm. à réécrire même les scènes animées, parce qu'on sait déjà ce qu'on voulait faire, mais va falloir qu'on regarde maintenant. De chaque détail va compter. Mais voilà, donc là, en fait, la prod en septembre repart, et pour de la fabrication il va falloir faire une phase de pré-production, c'est vraiment de Ouais. mise à plat de toutes les problématiques, et on devrait recommencer à fabriquer de l'image en janvier 2024. Et Ok. pour pas mal de temps, parce que il y a une heure et demie d'animation, c'est Bah l'équivalent c'est d'un ouais, long c'est métrage, un long, quoi. quoi. Voilà. Ouais. Donc l'animation en elle-même est faite aussi en 3D ou alors c'est des gens et ensuite Alors oui, quelque oui, chose non, c'est dessus, c'est vrai, filmé. je l'ai pas dit. Ouais, la reconstitution des lieux, tout ça ça peut passer par du moteur de jeu, mais pas toujours forcément. On verra justement. Il y a une phase qui va en bénéficier, mais pas forcément tout. Et puis l'animation même, oui, c'est de l'animation donc plutôt réaliste. On avait testé déjà à l'époque de la mocap, on va dire de la mocap très accessible. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui sont de mieux en mieux de mocap par vidéo. On se Ouais. filme et puis ça génère de la mocap et voilà. Donc on risque de continuer à en utiliser, mais souvent pour des petits mouvements simples, etc. On avait animé effectivement en 3D. Là, on parle vraiment d'animation 3D dans Maya à l'époque, en keyframe, c'est-à-dire qu'on Mm. rig nous-mêmes, on prépare nos personnages, on anime en 3D, et puis après, on se sert de ces technos-là de transfert de style pour faire un rendu, non réaliste dirigé par des dessinateurs en fait qui appliquent leur style. Ouais, donc il y a des recherches, on va dire, en 2D, etc., des peintures et tout, pour dire ça va ressembler à ça, et ensuite on va Ouais, essayer de le tout à fait. transposer d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà, comme tout film d'animation en fait, il y a vraiment Mm. une DA, et puis il y aura du re-storyboard une fois qu'on aura. On l'a déjà fait en partie, mais on attend vraiment encore une fois le tournage Ouais. final et la réécriture finale. On va re-storyboarder chaque plan. Et le storyboard, on sait, enfin même le storyboard animé, c'est-à-dire qu'on filme le storyboard, c'est ce qu'on appelle l'animatique. Mm. Ça sert vraiment de base à rechiffrer tout, à organiser tout, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est. Enfin, des documentaires animés, il y en a quand même un petit peu, parce que ça permet de faire des choses qu'on peut pas. Comme Ouais, tu disais, on peut pas les ouais, reconstituer facilement, etc. Mais c'est quand même un autre défi et tout. Et puis le côté entremêlé des interviews, de l'animation, enfin, il y a tout un truc de rythme aussi ouais, à bien sûr. définir. Enfin, c'est un Ouais, truc ouais, quand même assez énorme, quoi, pour 3 heures comme ça à ouais. faire. Et donc, ça, c'est sur plusieurs. Enfin, tu dis que ce sera en 2024 que ça va être surtout produit. La Donc, c'est pour une production, sortie ouais, sur 2025 même finalement. 2 ans.
Ouais. je pense on va être dessus de petites années, quoi, comme un long métrage. J'ai pas les dates finales, je vais pas dire de bêtises, Ouais, mais pas de il souci. doit y avoir des dates de diffusion. Mais je pense, ouais, je pense que tout 2024, on sera dessus, je pense. Ouais. Quoique le tournage se fait très vite dans ce cas-là, mais voilà, et tous les, ouais. Donc je pense quasiment tout 2024, on va être dessus. Donc, tu parlais aussi du logiciel utilisé qui permet justement de prendre. Enfin, moi, les vidéos que j'avais vues là-dessus, c'était il y a quelques années peut-être, je sais plus, EBS1 là, Mm. qui permet de justement avoir quelqu'un qui est filmé et ensuite par-dessus, on va mettre un personnage peint qui va ensuite bouger, etc. Ça a eu un gros boost, en tout cas public, ces dernières années. Donc, ça fait que vous pouvez pas vous dire, ah bon, on avait prévu ça comme ça, on va le faire comme ça, parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent entre-temps. Donc il y a Ouais. forcément ce côté adaptatif en fait. Comment ça se passe Ouais, là-dessus? ça c'est compliqué parce que c'est là où ce chouette environnement, j'ai envie de dire financier, technique qu'il y a en France qui permet de monter des projets et après de les faire. Et ça se fait, ça met des années quand même de monter des Mm. choses étape par étape. Mais pendant ces années-là, les technos changent. Ouais. Donc, quelquefois, bon, ce qu'on a prévu, les budgets, tout. Après, bon, donc les subventions qu'on reçoit, après, il y a vraiment un suivi des subventions. Faut dire, bah voilà, on Oui, a il faut dépensé ci justifier. comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après, le CNC est pas idiot, il sait très bien ce qui se passe et pourquoi. Et tant qu'on explique les choses, si on a changé, c'est normal voilà, on peut l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge en soi. Il y a effectivement plein d'autres manières maintenant de transférer du style. Il y a plein d'IA qui sont arrivées. Il y a entre-temps est arrivé dans Stable Diffusion Mm. et toute la cohorte Ouais. d'outils qui est construit autour, Midjourney et compagnie. Et on peut se demander si ouais, ça serait pas intéressant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces outils-là, moi, je suis ça beaucoup. C'est ça qu'on me demande d'ailleurs de rapporter là dans certaines newsletters ou autres, ou dans des panels. Hein. Justement, à Sunny Side of the Dock et au MIFA, j'étais dans des tables rondes où on a parlé de ça. Les problématiques, en fait, elles sont quand même que ces outils-là, tu n'es pas sans savoir, je pense, Mm. ton audience n'est pas sans savoir qu'ils posent plein de problèmes éthiques et plein de problèmes légaux, du coup. Que, en fait, Bah c'est ça, des trucs qui sont juste inconcevables il y a quelques années parce qu'on n'imaginait pas. Enfin, en tout cas, j'imaginais pas que ce serait de l'art qui partirait vraiment d'un coup comme ça en intelligence artificielle. Je pensais que c'était des choses moins. Je sais pas, ça m'avait l'air complexe, tu vois, de générer des images, etc. ouais, Et c'est ce qui est arrivé d'un coup et ça, je pense que c'est un peu tout le monde tout à était un fait. peu étonné En de ça, quoi. quelques mois, il y a eu une amélioration de la Bah c'est qualité ça, des et œuvres. puis on entend dire, bah voilà, les mains sont comme ça, donc on détecte que c'est une IA, et puis 2 mois Ouais, après, puis en fait, finalement, c'est terminé. voilà, Donc des tout à trucs fait. comme ça sur les voix aussi, ça pose plein de questions Ouais. sur le doublage, Ouais. des films, Je vois, enfin des trucs. puis tout ce qui Ouais. est texte, hein, tout ce qui est texte, les traducteurs. Je Hmm. pense que les premiers qui prennent cher en ce moment, c'est les traducteurs, les voix, et puis ça va arriver dans tout le domaine. De toute façon, moi j'ai pas mal suivi ça, les rapports d'études. Hein, il y a beaucoup de grosses sociétés, de think tanks, etc., qui ont étudié l'impact sur les métiers. Alors c'est pas toujours facile à faire parce que c'est pas Hmm. de quoi demain sera fait, mais clairement, en fait, c'est plutôt les métiers du texte dans un premier temps qui sont bouleversés. Donc les auteurs, les analystes de tout type, hein, législateurs, Hmm. les administratifs, etc. Et puis les textes techniques, c'est-à-dire le code. Le code, ça, il, a- Ouais. il s'écrit tout seul, etc. Enfin, il peut s'écrire tout seul de plus en plus. Après, il est toujours à la hauteur de la qualité de la personne qui dirige Bah, c'est ça, il faut quand l'écriture même même. un Voilà. esprit derrière qui fait Ouais, quelque ouais. chose pour diriger, quoi. Mais quand même, c'est assez impressionnant, ça va quand même très vite. Euh, et ça change beaucoup de choses. Nous, on a vu, tu fais partie d'une génération qui a vu arriver, comme je disais au début, la 3D, même le numérique. Hein, je connais des gens qui ont vu arriver Photoshop, c'était coloriste, et c'était un bouleversement. Ça a fermé des équipes entières de coloristes Hmm. parce qu'il y avait Photoshop. Et bon, certains s'y sont mis, puis d'autres l'ont pas fait, etc. Et pareil, le storyboard numérique était arrivé, ça a été un gros bouleversement, et c'est la base comme tout film, enfin, tout film d'animation du moins. Et puis la 3D est arrivée. Enfin bref, donc on a Ouais, vu c'est plein ça. plein de bouleversements. Mais là, je pense que c'est Euh, l'échelle qui est différente Là, aussi. l'échelle est Le folle. fait que Ouais. maintenant, une petite boîte qui se dit on prend un graphiste ou on le fait générer, on l'a pas. Enfin, le choix sera quelque part vite fait, quoi. Donc il y a des trucs comme ça qui font qu'il y a plein de Ouais. petites choses qui peuvent être Oh oui, c'est sûr. Pour supprimées. Après, moi, l'image, en fait, je suis un peu mitigé là-dessus parce que forcément, ouais, moi, je trouve ça trop bien en termes de technologie. Forcément, il y a le côté c'est clair. excitation de incroyable et Ouais, tout. ouais.
Et je sais qu'il y a des choses qui permettent, je crois, de mettre ses propres images à soi pour générer d'autres Ouais. choses. Donc il y a ce côté qui peut rester un peu clean, on va dire, au niveau Bah des oui, images mais non, parce récupérées, qu'en quoi. fait, alors pour ce qui est pour faire revenir là-dessus sur le côté éthique et légal, déjà légalement, c'est les gros outils, hein, parce qu'en gros, ils viennent de Microsoft maintenant, parce qu'ils sont Ouais. derrière OpenAI. Bon, c'est plutôt pour le code, hein, tous les GPT quelque chose. Parce que Dali est, à ma connaissance, pas très utilisé en Mm. production. Enfin, c'est le plus limité peut-être de tous les outils de génération d'images. Mais par contre, Stable Diffusion et son rejeton Midjourney, voilà, ils sont derrière beaucoup, beaucoup d'autres trucs. Et eux ont été quand même construits euh, sur des bases de données en fait qui posent problème éthiquement Ouais. déjà parce que c'est des bases de données qui étaient complètement open source. Alors on peut se dire bah ouais, mais Stable Diffusion reste open source. Et oui, mais si on en fait Ouais. c'était pour la recherche, et ça peut servir aux chercheurs. Je connais plein de chercheurs qui l'utilisent, c'est sûr. Même des briques de Stable Diffusion, parce que c'est un logiciel brillant. Mais, euh, mais quand on commence à faire du commerce avec ça, on est en train de taper sur des trucs, voilà. Donc, et même quand on y injecte ses propres images pour créer ses propres modèles, euh, c'est checkpoint comme on dit, etc. Dans le fond, tu le fais quand même avec un moteur qui a été entraîné sur des images, voilà. Ouais, donc il Voilà. n'aurait pas cette connaissance-là sans avoir volé des millions Exactement. de trucs, quoi. Ouais. C'est quand même basé, voilà. Donc ça reste très problématique. C'est pour ça qu'il y a plein de procès et plein de voilà et que la partie n'est pas jouée en fait. On ne sait pas si ces outils Mm. vont rester légaux, etc. Donc c'est très très compliqué pour une société de se dire tiens on va baser un workflow là-dessus. Donc Ouais. et c'est ce que je dis un peu dans la newsletter, mais de ce que j'ai vu cette année, ces derniers mois. En gros, il y a un petit peu un spectre de la prudence. Il y a les purs chercheurs ou artistes qui, eux, utilisent ouvertement le truc pour. C'est les images qu'on voit en général, hein, pour tester à quoi ça peut servir. Et puis voilà, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Ils se font connaître par contre, mais ils testent les choses. Ils font avancer les schmilblick, c'est très bien. À l'autre bout, il y a vraiment les entreprises qui s'interdisent entièrement Mm. d'y toucher, de peur de elles-mêmes se prendre un procès. Il y a alors, une très connue qui est Epic Games. Il me semble avoir entendu ils interdisaient alors même pour si tu veux faire du mood board ou des Ouais. recherches de design de base et après construire par-dessus, ils interdisent ça aussi. Et je crois même qu'ils demandent à prouver que qu'on l'utilise pas, donc montrer qu'on a fait des Mm. recherches nous-mêmes, etc. Je connais au MIFA, c'est-à-dire au Festival d'Annecy, il y avait la société Blue Spirit qui a vraiment pignon sur rue depuis très longtemps pour faire plein de séries d'animation super chouettes. Ils euh, ils ont des équipes de data scientists et d'ingénieurs en interne pour faire de l'IA, mais en fait c'est pareil, leurs avocats, les avocats de leur groupe leur interdisent d'utiliser des IA graphiques parce que c'est trop dangereux Ouais. légalement, et puis éthiquement c'est discutable, etc. Par contre, Bah, ils c'est ça, utilisent c'est. ouais. Donc ils utilisent des IA qui sont plus neutres en fait de traitement de texte, voilà, donc des modèles open source de Google, qui s'appelle BERT par exemple, pour analyser. Eux-mêmes, ils y mettent là pour le coup dans tous leurs documents depuis depuis leur création, les scripts, c'est-à-dire les scénarios, suivis enfin, tout ce qu'avait donné le scénario, parce qu'on analyse un scénario, on fait un dépouillement, c'est un casting, on fait des premiers storyboards et tout. Il donne à l'IA de quoi analyser tout ça, puis après, quand il donne un nouveau scénario, ploup, ça sort. Enfin, c'est un peu Donc c'est l'idée. un travail de synthèse plus que de création à ce moment-là, Exactement. Oui, ce oui, qui rend voilà. le truc Et en mieux, fait, quoi. c'est vraiment toutes les tâches un peu, dans le fond, on peut dire un storyboard, c'est créatif, mais dans le fond, même dans un storyboard, il y a plein de décisions que tu prends mécaniquement. Tu dis, bon, bah, ça, Mm. c'est un dialogue, donc c'est champ contre champ, ça, enfin, c'est pas très fun. La partie créative est pas là en fait. Voilà. C'est un Ouais. parti savoir-faire, il faut savoir le faire, mais donc ça c'est quand même facilement automatisable et enfin facilement. Ça restait pas si simple que ça, mais justement maintenant ça le devient. Donc en fait c'est vrai que en même temps c'était des gens étaient payés pour le faire, ça remplissait leur journée et leur frigo. Et c'est vrai que Bah, c'est toujours ça le truc avec c'est une des tâches technologie qui vont qui arrive. disparaître. Ouais, voilà ça. Mais c'est plutôt des tâches d'automatisation. Et ça, on voit ça partout. Il y a je sais plus, j'avais vu un article qui disait qu'à une époque, dans les banques, il y avait des immeubles entiers remplis de salles entières, elles-mêmes avec plein de bureaux partout. Chaque Ouais. bureau, il y avait des gens qui calculaient à la main des choses. Et on peut considérer ils étaient chacun une opération, avec des gens qui structuraient les opérations, etc. Et on peut dire chaque bureau, voire chaque étage, était une cellule d'un fichier Excel maintenant, en fait. Et quand Ouais. les calculateurs sont arrivés,
il y a des étages qui ont disparu, et puis après des immeubles antiques qui sont disparus. Maintenant, un moindre tableur représente Bah, des c'est ça, en fait, immeubles. il y a Ouais. un équilibre à trouver entre à quel point c'est bien utilisé, à quel point c'est. Enfin, ces trucs-là, c'est sûr que c'est pas. C'est très. Comment dire, subtil, complexe comme truc, c'est pas. On peut être anti ou pour à 100%. Enfin, moi, je sais que je suis un peu entre deux et pour. J'ai jamais utilisé de générateur d'image ou quoi que ce soit, mais je sais que les outils pour le texte, je trouve ça bien parce que c'est. Voilà, structure, un sujet comme ça. Puis hop, il propose des idées. Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, tu le reprends, tu Voilà. fais ton truc. Ces trucs-là me semblent assez innocents en quelque sorte. C'est juste un truc d'organisation du Ouais, travail, après, quoi. s'ils sont nourris de choses qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser pour être nourris, c'est le problème d'OpenAI. OpenAI a Mhm. été créé comme boîte open source de Ouais, recherche, qui a été non-profit. fermé ensuite. Et puis après, ils sont devenus for profit, c'est-à-dire ils sont devenus capitalistes, mais en vendant un produit qu'ils ont créé en étant des purs chercheurs. Donc Ouais, il y a un problème un petit peu éthique quand même, un peu compliqué. C'est pour ça ils se prennent, ça fait partie des procès qu'ils se prennent. Puis après, il y a le côté, que dit la loi parce qu'en fait, les artistes, ils vivent des copyrights qu'ils vendent. Ils vendent des œuvres sur lesquelles ils ont des copyrights, etc. Enfin, c'est un des modèles économiques. Mais est-ce que, quand tu génères une image par IA, est-ce que c'est toi qui l'as générée? Que dit la loi là-dessus? bah ouais, Or, pour la l'instant, il n'y a loi pas. commence à s'exprimer. La loi s'écrit en ce moment. La loi américaine dit non. Si tu écris un prompt et t'as une image, tu es juste commanditaire. Tu n'es Mhm. pas créateur, donc tu peux pas copyrighter, tu peux pas déposer, tu vois, Ouais, euh, etc., etc. Et voilà. Et chaque région du monde est en train de créer des lois autour de ça. Et puis, je sais que le Japon, il a une approche complètement particulière, où il pense que d'ailleurs, on a le droit, si on voit des choses sur Internet, on a le droit de les utiliser comme base d'entraînement d'une IA, peu importe si elles appartiennent à quelqu'un ou pas, donc dans peu le sens, importe. tu l'as mis en ligne, donc tu Voilà. considères que c'est pour tout le monde, quoi. Tu l'as trouvé, tu l'utilises. Voilà. Donc Ouais. ça, ils sont un peu seuls au monde pour l'instant comme ça. Donc déjà, les législations dans le monde entier s'entendent pas. Il va falloir, ça Bah, c'est serait ça, et bien qu'on ensuite, s'entende un si peu. un film est fait dans tel pays où ils ont le Bah droit, ouais, enfin, que tu le c'est ça. regardes ici, est-ce que toi, tu te dis comment ça marche? Enfin, c'est C'est trop, compliqué. c'est super Donc là, compliqué. on est vraiment clairement au début d'un truc qui a Ouais. des implications énormes dans tous les domaines. Voilà, c'est excitant au point de vue créativité, hein, ça c'est sûr, Mm. hein, comme tu dis, c'est chouette. Mais nous, typiquement pour en revenir Ils étaient des millions, à ce documentaire-là, j'ai proposé effectivement aux producteurs de Sepia, ben voilà, il y a d'autres méthodes maintenant qui sont apparues, qui utilisent ces outils-là, qui sont problématiques pour telle raison. Est-ce que toi, en tant que producteur, parce que c'est lui qui a la responsabilité légale, est-ce que Ah ouais. tu acceptes qu'on les pratique et pour eux c'est bah non en plus dans le monde du documentaire si tu veux c'est un monde éthique justement qui se veut ouvrir les chakras du monde Ouais, partager les connaissances et tout. et partager les connaissances et tout donc là c'est un gros nom et donc on va rester à faire des choses comme on le faisait il y a quelques années c'est très Mm. bien. Et justement, sur le côté production, alors peut-être sur d'autres productions aussi, c'est quel genre de choses qui sont. Est-ce qu'il y a des choses qui sont créées en interne? Tu parlais peut-être de choses qui sont développées, etc. C'est quel genre de choses? C'est des ajouts sur des logiciels existants pour faire telle ou telle tâche? C'est des petits logiciels annexes pour faire un truc? Ouais, alors il y a plusieurs couches. Il y a bien sûr le cœur du métier est quand même rempli de ce qu'on appelle du glueware, du Mm. software qui colle les choses ensemble. Euh, et donc, quelquefois, c'est de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés qui sont en fait faits avec des briques connues, mais on assemblé d'une manière différente. Donc, typiquement, c'était l'enjeu de l'arrivée des moteurs de jeux vidéo dans le monde de l'animation, des effets spéciaux, hein, Unreal Engine ou Unity. Nous, on utilise beaucoup Unity, entre autres parce qu'on est venu par la VR dedans, et que Oui. Unity est plus fort dans ce domaine-là, mais VR en tant qu'outil de production. Donc, typiquement, un des premiers outils qu'on avait fait, c'était un outil d'aide au storyboard en étant immergé en VR, en fait. Maintenant, ça a un nom, d'ailleurs. À l'époque, on savait Ouais. pas. On appelait ça du repérage virtuel. Et ben, c'est ça, en fait. Maintenant, le nom officiel, bien sûr anglais, c'est le virtual scouting. C'est ça, c'est du repérage virtuel, dans lequel on va, comme un réalisateur, vous voyez, qui se balade avec son Mm. petit œilleton, puis qui prend des cadres, qui se balade sur son plateau de cinéma. C'est un peu ça. Donc Et ça veut dire qu'il y là, a des éléments déjà posés, et ensuite toi ouais. tu te balades à l'intérieur. Voire même on les pose soi-même, on les dispose, on change les choses et on se balade. Et cela dit, ça c'est ce que font de toute façon
Les storyboarders dans des productions 3D, typiquement, s'ils ont déjà un peu les assets, ils peuvent les manipuler en 3D, puis ils prennent des clichés, puis ils dessinent par-dessus. Ça existe déjà, en fait, ce procédé, mais sur écran. Ça existe depuis très longtemps sur Mm. écran. Et ce qu'on avait testé, nous, d'ailleurs, dans l'aventure où on était avant, qui nous a fait basculer vers, tiens, mais c'est super, tout ce qui est en réel, c'était que juste transformer le fait de le faire en écran, sur écran plat, on va dire, transformer en expérience immersive, mais tout le reste étant égal par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'après, ça devient on continue à dessiner à plat, sur écran, on fait de la 3D classiquement. Et bien juste ça, ce petit changement au début, ça fait gagner en qualité énormément les productions et du coup en temps en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup Oui. d'erreurs qui sont plus à corriger, etc. Des erreurs de placement, de dimension, de proportion, de distance, et on se rend même pas compte qu'on ne fait pas les erreurs. C'est juste qu'on a Mm. un rapport aux dimensions qui est meilleur quand on est immergé. C'est tout. Ok. Et Donc c'est plus aux ludique distances. aussi, j'imagine, c'est manipuler des choses et tout. Peut-être, oui, c'est clair qu'il y a des manipulations qui sont plus rapides, hein, parce que bouger, ce que je fais à la main, là, bouger un truc, j'ai appris à le faire Ouais. quand j'étais bébé, donc je le fais très vite. Par contre, le faire sur un écran, en jouant sur les trois axes, un écran plat, on faut penser enfin, c'est ça qui est compliqué aussi en Mm. 3D. On n'a que des interfaces plates, la souris, Ouais. le stylet, l'écran, et on manipule la 3D. Donc c'est ce qu'on dit toujours, dessiner un truc en tire-bouchon, vous voyez mon geste à l'écran là, sculpter quelque chose en queue de tire-bouchon. Là, le geste que je viens de faire en VR, ça suffit c'est fini, c'est déjà sculpté. Oui, parce Il y a qu'il y des aura outils de toute la notion sculpte, de distance et tout. Ouais. mais sur un écran, c'est beaucoup plus de clics et faut tourner dans plusieurs sens, voilà. C'est deux, trois, voire 10 fois plus long. Donc en fait, la VR ouais, peut aider beaucoup pour tout ce qui est manipulation 3D, immersion la 3D, enfin, l'exploitation de Ouais. données 3D, on n'arrête pas d'en faire. Donc, après, dès qu'il faut taper du texte, bouger des paramètres fins, taper du code, snapper des choses, ça peut être plus compliqué. Mais on peut imaginer un monde dans lequel il y a un peu les deux, quoi. Oui, voilà. Voilà. Bah, c'est ça aussi, c'est toujours un mix des choses, comme Ouais. la 3D est arrivée, la 2D est restée, des fois ça se mélange. Enfin, il y a tout Ouais. un truc de une technique va pas supprimer C'est-à-dire l'autre. tout à fait, quand la Donc, souris est arrivée, les écrans n'ont pas disparu, enfin, pardon, les claviers n'ont pas disparu. Donc hmm. c'est parce que chacun apporte un plus, et puis même des ajouts, ça se mélange, des raccourcis clavier sur un clic de souris, ça fait des choses. Donc voilà, faut pas avoir peur d'image. Donc c'est beaucoup ce qu'on fait. On rajoute, on branche des choses ensemble différemment. On fait du pipeline dans lequel on peut échanger dans plein de sens, de plein de logiciels, des logiciels classiques, on va dire de la 3D qui sont Maya ou maintenant Substance ou qui viennent du jeu vidéo aussi, Hmm. vers des moteurs de jeu et vice versa, dans les deux sens. Et puis on fait beaucoup ça. Et puis il y a aussi de la recherche plus fondamentale, en fait. Bon, c'est peut-être un grand mot fondamental, parce qu'on fait pas, on fait quand même pas des particules, mais enfin des particules, On en voilà, fait des fois, mais tu c'est m'as pas les compris. mêmes, quoi. Ouais, Ouais. ouais, c'est pas des particules d'effets spéciaux. Euh, là, par exemple, on vient d'avoir une bonne nouvelle, hein, encore une fois, c'est souvent sur base de financement, de subventions étatiques ou voire européennes. Cette année, on a participé à des tests d'outils créés par des chercheurs. C'est dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Invictus, sur lequel on avait un peu communiqué. C'est des outils de gestion d'animation en VR. Là, pour le coup, on est en VR, on Hmm. anime. Et nous-mêmes, on était donc en prestation de service là-dessus et on testait. On a mis à disposition d'une part nos propres cas d'usage. On nous demandait, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous chercheriez à faire? C'est quoi Ouais. la liste des problématiques typiques que vous rencontrez? Donc, on a produit des choses, dont des problématiques de rig, parce qu'encore une fois, le rig, c'est la préparation de l'animation. On peut pas parler de l'un sans l'autre. Des trucs qu'ils n'avaient pas trop anticipé d'ailleurs. Donc, du coup, on leur a même fait des rigs et même des outils pour transférer du rig avec des contrôles le rig, c'est de quoi pour, je sais pas, ton audience Hmm. qui ne saurait pas, mais c'est de quoi faire bouger des personnages, un petit peu tout ce qui est, on va dire, les ficelles des marionnettes. En C'est ça. 3D, c'est vraiment très proche du marionnettisme. Euh, et donc, on pouvait le transférer vers des moteurs de jeu dans lesquels étaient développés leurs propres outils de VR. Et puis, on a testé les choses. Et avec les mêmes laboratoires, en l'occurrence, c'est l'IRISA de Rennes, qui sont parmi les meilleurs, peut-être en Europe, dans le domaine. Et puis, Polytechnique, le laboratoire informatique de Polytechnique, eux ils font tous de l'IA aussi. On a déposé un dossier. Et là, on va se lancer à partir de la rentrée sur 3 ans et demi, 4 ans d'études d'outils d'aide à l'animation dite keyframe, c'est-à-dire l'animation image par image, Mhm. l'animation qui peut être cartoon, non réaliste, etc. D'aide par IA
pour animer de manière, pour modifier, si besoin, de manière naturelle, comme comment dire, on a appelé ça animation conductor, c'est-à-dire chef d'orchestre d'animation, un petit peu comme on le fait en vrai, en fait, dans la réalité, entre un superviseur d'animation qui voit une animation et qui la corrige. Alors, il peut rentrer dans le détail et dessiner, s'arrêter sur une image, redessiner une Mm. forme, redessiner une silhouette, donner des indications, dire, tiens, rajoute une image ici, enlève-en une là. Ça peut être autant de détails là. Là, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur, tiens, on change plutôt le rythme. Le rythme de petits sursauts, là, ça fait toc, 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 fait plutôt toc, 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 toc. Mm. Ou alors, au lieu de faire des pifs et des pafs comme ça, fait plutôt pif, pif, paf, paf. Donc changer soit la variété, le rythme ou l'amplitude ou des choses comme ça, mais avec ce que je viens de faire, c'est-à-dire des gestes, du son Ok. euh, et des choses comme ça. Donc c'est des sortes de manipulations de haut niveau, pas très claires, mais qu'un humain comprend. Alors que s'il Ouais. le comprend, est-ce qu'il n'y a pas des moyens par IA de faire le comprendre et de donner de nouveaux outils aux animateurs? C'est pour aider les animateurs, hein, pour éviter certains clics de souris, etc. Toujours en 3D là, là-dessus. Donc ouais, ça sera sur un support 3D parce qu'il nous faut un support numérique dans lequel on a plein de données justement, plein de données Mm. et en 3D il y en a plein. Et voilà, donc ça pose plein de problématiques dès qu'on rentre dans le détail. Ouais. C'est un enfer de problèmes, d'ambiguïté, etc. Donc voilà, il y a plein d'algorithmes possibles à étudier. Et donc là, tu vois, on développe des choses et c'est d'ailleurs Dada Animation qui va diriger cette recherche, mais pas au niveau scientifique, parce que là, je laisse les purs Ouais. spécialistes euh, régler ce problème scientifique. Voilà, on va le diriger du point de vue organisation, quoi. Et voilà, donc voilà, ça fait aussi partie de mes prérogatives d'être dans le futur potentiel, Mm. développer des choses qui serviront peut-être un jour ou peut-être jamais, et puis des choses très concrètes aujourd'hui pour faire brancher des outils entre eux qui existent déjà, quoi. Ok. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a aussi sur le développement de notre application Calipeg, qui est donc de la 2D. Et donc il y a ce côté, à quel point on pourra mettre des choses qui aident à l'animation, mais en 2D, c'est peut-être des fois un peu plus compliqué parce qu'on est vraiment sur du tradi. Donc Ouais. un des trucs envisagés, en gros, d'acheter des technologies ou des choses comme ça qui permettraient de faire des textures qui peuvent s'interpoler, des trucs comme ça. Mais on sait que faire des intervalles en 2D tradi de façon automatique, pour l'instant, c'est un truc c'est trop compliqué quoi, de Ouais, comprendre c'est pas ça. si simple, hein. Ouais, c'est ça. Donc on se dit ce serait potentiellement sur d'autres choses, type coloriser, des choses comme ça, quoi. Mm. Mais on a tous ces trucs aussi en tête. Ouais, Pareil, en ouais, essayant de d'ailleurs, ouais. développer pour le futur de la 2D tradi améliorée, des choses comme ça, Mm. sans non plus rentrer dans un truc trop artificiel ou complètement puppet, etc. C'est pas évident. Oui, On c'est essaie de pas le trouver même des métier, trucs. hein, ouais. D'ailleurs, C'est bravo ça. hein, pour c'est chouette outil, hein, c'est du Ouais, beau merci. boulot. Et mais ouais, d'ailleurs, enfin, il est prévu, mais bon, on parle de ça dans 4 ans, et ça se trouve, ça aboutira pas. C'est ça la recherche, hein, c'est que on cherche, on n'est pas sur Ouais, trouver. voilà. Ça s'appelle pas trouver, ça s'appelle rechercher. Euh, on open sourcera tout, nos données, et puis les algorithmes qui seront. Donc, c'est la recherche. Ouais, Voilà, donc il y aura. Je sais pas si ce sera utile pour Calipeg ou d'autres choses, mais je pense potentiellement. open Mais source. c'est vrai que ça, c'est un des trucs Ouais. aussi. Enfin, j'imagine que dans les outils qui sont utilisés dans les productions du studio, il y a plein de choses aussi qui viennent justement de l'open source et tout, Ouais. qui permettent d'être comprises enfin, par tout le monde. Pas par tout le monde, mais qui permettent d'être analysées en tout cas par ceux qui savent. Et Ouais. c'est un truc assez fou que ce soit possible maintenant, quoi. Enfin, depuis le début finalement d'Internet, il y a de l'open source dans tous les sens. Ouais, c'est C'est vrai. un Mais truc c'est vrai vraiment qu'il bien, y a quoi. quand même une offensive, comme si c'était la guerre, mais il y a Ouais. quand même une montée en puissance de l'open source à plein de niveaux. Pour tout ce qui est web, c'est sûr, les technos web Mm. sont entre autres pour des soucis de sécurité. Hein. Quand c'est open source, au moins tu peux regarder dedans s'il y a des Ouais. virus, etc. Ça n'empêche pas les trucs de marcher. Pour tout ce qui est IT, cloud. Donc là, nous-mêmes, on développe beaucoup de choses et on va d'ailleurs proposer alors là, pour le coup, là, c'est vraiment que Dada Animation. En open source bientôt, notre propre un peu moteur de gestion de fichiers, Ouais. de D3D de workflow, qui est un peu particulier, euh, qui est une structure, on va dire, moderne, mais là, c'est pas moi qui en parlera le mieux. Enfin, notre autre cofondateur, Jonathan Giroux, qui est architecte logiciel, qui a bossé beaucoup chez Ubisoft, etc., mais qui développe tout ça, et on open sourcera aussi cette partie-là. Mais ça, c'est vrai que ça va dans le sens de l'histoire. Maintenant, Mm. un des outils comme Blender, hein, Ouais.
l'outil 3D, il devient quand même de plus en plus utilisé. Bah, c'est ça, et c'est ce qui m'a Voilà. permis aussi d'apprendre des bases de 3D assez jeune et tout, juste avec un logiciel très D'accord. léger pris en 2 secondes sur un site, c'était Ouais, incroyable, quoi. ouais. Donc, ouais, truc de fou. Et puis il est puissant maintenant, il commence à faire Ah des ouais, choses, il y a ouais, de belles productions qui sont faites avec. Ouais, c'est clair. c'est chouette, c'est nouveau. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de choses. Donc, si, je sais pas si tu as un dernier truc que tu voulais dire, peut-être un projet à évoquer qu'on n'a pas évoqué ou des choses autres. Écoute, non, on a un projet assez fun qui s'appelle Pile Gadget là. Hmm. Donc, mais c'est pareil, on est prestataire là-dessus, mais c'est Canal+ a annoncé qu'on qu'on travaillait dessus au MIFA, mais voilà, donc vous verrez passer du pif Ok. ici ou là, pour d'ailleurs, c'est un ton assez sympa et qui parle de sauvegarder des environnements naturels, etc. C'est en collaboration avec des gens qui ont des banques de données, de belles images Ouais. dans les parcs naturels, etc. Et puis, il risque de réapparaître aussi dans d'autres endroits parce que et c'est aussi ça la nouveauté. À la limite, c'est peut-être la dernière conclusion, c'est qu'en fait, la 3D, il n'y a pas que les technos et les procédés qui changent, ou de l'animation, je dis 3D ou 2D, hein. D'ailleurs, maintenant, la 3D ressemble, il y a beaucoup de Hmm. projets qui ont des looks Ouais. 2D, hein. Les Tortues Ninja ou Spider-Man ou Arcane. Mais donc la guerre est finie entre entre ces mondes-là. Ah, voilà, maintenant Au c'est plus le contraire. mélange, qu'est-ce qu'on va Ouais, utiliser de l'un et de l'autre pour faire le meilleur exactement. truc, quoi. C'est surtout les budgets qui décident en fait là. Mais il y a aussi une explosion des usages en fait. Par exemple, j'en parle parce que ce fameux PIF, il pourrait apparaître sur mélangé avec des vidéos live qui ressembleraient à des hologrammes. Je dis pas plus, mais dans des Hmm. lieux, etc. On nous demande, on travaille beaucoup sur des exploitations. Maintenant, on nous demande souvent vu qu'on travaille avec des moteurs de jeu qui sont très bons pour faire de tout ce qui est réalité augmentée, jeux vidéo, applications, etc. En fait, quand on nous demande de travailler ou quand nous-mêmes on développe des IP, donc des univers, c'est aussi pour des usages et des exploitations dites 360 ou transmédia de Ouais. plus en plus, en fait. Voilà, pour transférer des choses vers du vrai jeu vidéo, des trucs interactifs, de la VR, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de projets je pense, dont on va parler dans l'année qui vient de chez Dead Animation qui vont être un peu comme ça, avec plusieurs facettes. Et, euh, et c'est chouette pour tous les gens qui travaillent, qui étudient dans ce milieu-là. Il faut savoir que maintenant, et je le dis à la limite pour les plus jeunes, si j'ai un conseil à donner, Ouais. parce que je travaille beaucoup avec des écoles, et on a pris là des gens il y a pas longtemps en stage pour l'été, et puis on reprend ça toute l'année là, et je sais qu'il y a une problématique de trouver des stages pour les étudiants. Ouais. Il y a, en fait, mathématiquement, pourtant il y a beaucoup d'entreprises en France. Mais il y a des limitations législatives sur le nombre de stagiaires, c'est très bien, comme ça fait pas des boîtes remplies de Hmm. stagiaires. Mais, mais on sait que mathématiquement, il y a aussi beaucoup d'écoles, on peut pas, il n'y a pas de la place pour tout le monde, en fait, dans les studios d'animation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres studios ou de sociétés de création. Quelquefois, c'est très étonnant même les Ouais. sociétés qui développent des choses, des expériences en VR. Il y a beaucoup d'architectes qui ont besoin de gens qui savent faire de la 3D, voire même commencer à faire bouger les choses, etc. Pour faire de la visualisation. Il y a des designers pour reboucler sur Hmm. le tout début. Et de plus en plus, et c'est les mêmes outils maintenant. Ils utilisent Maya, au départ, dans l'automobile, j'ai plein de copains dans l'automobile, et ils sont restés très très longtemps sur d'autres outils que Maya, par exemple. Et Ouais. maintenant, c'est plus le cas. Unreal Engine est partout, etc. Donc en fait, euh, aux étudiants qui nous écouteraient et qui ont du mal à trouver des stages, par exemple, euh, écoutez je sais que les dirigeants d'école, ils savent ça, ils savent qu'il y a plein d'autres entreprises, il y a plein d'autres, mais c'est quelquefois pas très attirant pour les étudiants, mais en fait, Oui, on se dit, je vais aller en studio d'anime alors qu'il y a voilà, ouais. d'autres branches possibles. En fait, il y a plein d'autres branches. Et puis la vie est longue Hmm. et on change souvent, on change très souvent en plus dans nos métiers, donc et toute expérience est bonne à prendre, vraiment. Donc voilà, donc allez chercher ailleurs aussi. N'hésitez pas. Bah, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci Parfait. beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Écoute, à bientôt.